Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Derlin, je suis radiologue thoracique au CHU de Rennes et on m'a demandé de vous parler des aspects atypiques en imagerie de la pneumonie Covid-19 ainsi que de certains pièges à éviter lorsqu'on fait des scanners à ces patients. Les objectifs de ce cours vont être tout d'abord de vous montrer rapidement l'organisation qui a été mise en place au CHU de Rennes, comme le feront mes collègues pour leurs villes respectives. Et puis donc, vous présenter les aspects scannographiques atypiques de cette pneumonie Covid-19, ainsi que des images pièges ou des situations qui sont à risque de faux positifs ou de faux négatifs. Alors un mot d'épidémiologie régionale. La région Bretagne, comme la plupart des régions de l'Ouest, a été relativement épargnée, en tout cas par rapport à l'Est du pays. Je vous ai reproduit ici les bulletins que nous envoie quotidiennement l'ARS. Vous pouvez voir sur le graphique en bas à gauche la courbe bleue qui représente toute la Bretagne. Donc il y a un peu plus de 1000 cas confirmés en Bretagne actuellement. Et la courbe verte, c'est les cas qui sont passés par le CHU de Rennes, donc un peu plus de 200. Actuellement, il y a 58 patients qui sont hospitalisés au CHU de Rennes, dont 11 en réanimation. Alors 11 en réanimation, c'était le cas mardi 31, mais depuis, on a reçu 12 patients d'Île-de-France. Donc on doit être autour de 25 patients à peu près hospitalisés en réanimation à ce jour, avec une capacité de plus de 100 lits de réanimation. Donc on est encore loin de la saturation. Donc l'organisation globale est sensiblement la même que dans tous les CHU, avec le petit luxe qu'on a eu par rapport aux régions du Grand Est, par exemple, c'est d'avoir un peu plus de temps pour se préparer, puisque l'épidémie n'a pas débuté aussi vite et aussi fort. Et donc on a réorganisé l'ensemble des circuits avec donc un pilotage par une cellule de crise, une déprogrammation de l'ensemble des interventions non urgentes, une séparation très distincte des flux de patients Covid et non Covid, et puis une adaptation progressive des capacités aux besoins. Et en imagerie, on a laissé une large place au scanner. Vous pouvez voir ici un algorithme qui est un petit peu indigeste, mais qui vous montre la place du scanner qui donc va être indiqué chez la majorité des patients ayant une probabilité clinique d'infection Covid-19. Alors maintenant, en ce qui concerne l'imagerie proprement dite, on colle d'assez près aux recommandations de la CIT et de la SFR, c'est-à-dire que globalement, l'indication du scanner, elle est pour toute dyspnée mal tolérée, en particulier qui va faire envisager une hospitalisation. L'objectif étant de trier les patients, souvent plus rapidement que les résultats de la PCR, et ainsi pouvoir les diriger vers les unités d'hospitalisation Covid ou non Covid, ce qui permet de faire de la place aux urgences pour les patients suivants qui arrivent. Tous nos scalaires sont relus par un senior spécialisé en imagerie thoracique et on utilise le compte-rendu type de la SFR avec donc ces 4 possibilités. Vous voyez que c'est soit compatible, soit non évocateur. Il n'y a pas de place pour un scanner indéterminé, donc ce qui nous oblige un petit peu à trancher. Voilà, et là, la courbe que je vous montre, c'est le nombre de scanners qu'on fait par jour. Vous voyez qu'on tourne entre 30 et 40 à peu près en ce moment. L'aspect scannographique classique est maintenant bien connu, largement décrit dans la littérature. Ce sont des plages en verre dépoli, bilatérales, multifocales, asymétriques, qui généralement prédominent dans les régions sous-pleurales, les régions périphériques, avec fréquemment une prédominance basale et postérieure. Cet aspect est relativement spécifique, notamment actuellement parce qu'on est en période épidémique. Il est néanmoins probable qu'il y ait des chevauchements avec d'autres pneumopathies virales et il est donc vraisemblable que si on n'était pas en période épidémique, cette spécificité serait moins élevée qu'elle l'est actuellement. Des aspects rares ou très rares ont été décrits. Le caractère excavé n'est pas du tout classique, les adénopathies sont rares et les épanchements pleuraux sont décrits dans moins de 10% des cas de pneumonie Covid-19. Et si vous voulez voir plein d'exemples de pneumonie Covid-19, je vous recommande fortement d'aller sur le site onclepol.fr, un site qui est bien connu de tous les radiologues francophones, et vous trouverez un très bon diaporama qui fait une excellente synthèse sur le sujet.
Alors, très rapidement, il est recommandé de quantifier l'atteinte scannographique. On quantifie visuellement le pourcentage de poumons pathologiques sur l'ensemble du poumon. Donc voilà un exemple d'atteinte minime, moins de 10% du parenchyme atteint. Voilà un exemple d'atteinte modérée, 10 à 25%. Un exemple d'une atteinte plus étendue, entre 25 et 50%. Une atteinte plus sévère ici, supérieure à 50%. Et puis une atteinte extrêmement sévère ici, c'est un patient qui est en SDRA, qui est intubé, avec plus de 75% du parenchyme pulmonaire qui est pathologique. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de parler des formes atypiques. Donc ces formes atypiques, on va les voir et on va voir qu'elles s'opposent finalement à la forme classique qu'on a décrite, hein, cette forme bilatérale, multifocale, plutôt à prédominance périphérique. Eh bien, on va voir en commençant par ce cas, c'est une patiente jeune, 32 ans, qui a donc ce syndrome qui cliniquement fait évoquer une pneumonie Covid, entre autres, hein. Et le scanner montre des images nodulaires, vous voyez, bilatérales, relativement denses, plus denses que du verre dépoli, euh, périphériques pour la plupart, notamment une, vous voyez, dans la base gauche, qui est un petit peu arciforme, comme ça, et puis une autre dans le lobe inférieur gauche, en haut à droite, là, qui présente un verre dépoli central, c'est ce qu'on appelle le signe du halo inversé. Tous ces éléments sont évocateurs d'un pattern de pneumonie organisée qui a été décrit dans le Covid-19. Donc il faut connaître ces formes nodulaires, ce n'est pas les plus fréquentes, mais elles sont relativement classiques dans la littérature, entre 20-30% des cas à peu près. Un autre exemple, juste comme ça pour illustrer ces formes nodulaires qui peuvent être plus ou moins denses. Ici, le verre dépoli est prédominant par rapport à la condensation. On continue sur les présentations atypiques. Deuxième forme, ce sont les formes unilatérales. Un exemple ici chez une patiente de 85 ans. Et je vous laisse découvrir ces images qui, vous voyez, les lésions prédominent très nettement du côté droit. Le poumon gauche est quasiment indemne de lésions en verre dépoli. Et cette patiente était bien positive pour le SARS-CoV-2. Ces formes unilatérales représentent 20 à 40% des cas, donc c'est finalement pas si rare que ça. Et il a notamment été montré que ces formes unilatérales étaient fréquentes au début de la maladie, et puis ensuite les lésions avaient tendance généralement à se bilatéraliser. Un autre exemple de prédominance du côté droit, vous voyez que le verre dépoli ici prédomine très largement dans le poumon droit chez ce patient de 48 ans. Troisième présentation atypique, les formes à prédominance centrale. C'était le cas chez cette patiente enceinte. C'était une femme de 32 ans, enceinte. Alors, une patiente qui a des difficultés respiratoires quand elle est enceinte, on pense évidemment à l'embolie pulmonaire. Donc cette patiente a été injectée, on a recherché l'embolie pulmonaire, elle n'avait pas d'embolie pulmonaire. Par contre, elle avait ce verre dépoli prédominant dans l'apex gauche et puis prédominant, vous voyez, en péribronchovasculaire de façon bilatérale. Donc une localisation qui est un peu à l'inverse de la présentation classique, hein, mais néanmoins décrite aussi dans la littérature, 10% des cas, et cette patiente était bien positive pour le Covid-19. Je voudrais maintenant vous montrer un certain nombre de cas plus ou moins difficiles, en tout cas qui peuvent poser problème et constituer des pièges diagnostiques. En commençant par celui-ci, une patiente de 75 ans qui tousse, qui est dyspnéique mais qui n'a pas de fièvre. Voilà son scanner. Son scanner ne retrouve pas de lésions en verre dépoli type Covid. Par contre, le scanner n'est pas strictement normal. Vous voyez que les bronches, notamment dans les régions, dans les lobes inférieurs, les bronches ont des parois très épaisses, donc un syndrome bronchique qui est manifeste. Et puis, 5 jours plus tard, la patiente est toujours dyspnéique. Elle tousse. Et donc on décide de lui refaire le scanner. Et le scanner montre toujours le syndrome bronchique, hein, avec ses bronches pathologiques, mais surtout montre l'apparition de plages en verre dépoli, pas très nombreuses, assez discrètes, à la fois dans l'apex pulmonaire droit et puis dans le lobe moyen, comme vous pouvez voir en région paracardiaque. Et cette patiente s'est avérée finalement positive sur la PCR. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'un scanner peut être normal
au tout début de la maladie, donc dans les 3 premiers jours des symptômes, et n'élimine pas formellement une infection Covid-19. Ce patient de 66 ans est arrivé aux urgences le 30 mars. On lui fait un scanner qui est initialement normal ou quasi normal. Vous voyez qu'il y a quand même des bronchectasies cylindriques assez diffuses. Et la PCR est négative pour le SARS-CoV-2. Et puis le patient ne s'est pas amélioré, toujours dyspnéique, toujours hypoxémique. Donc on lui a refait un scanner le lendemain, le 31, et l'analyse du parenchyme montre toujours finalement une absence de lésions évocatrices. Il y a quelques troubles ventilatoires qui sont apparus dans les bases, dans les régions sous-pleurales, mais rien qui soit vraiment évocateur de Covid-19. Par contre, vous pouvez voir qu'on a eu quand même le bon goût d'injecter ce patient, puisque un patient qui est hypoxémique sans explication sur le parenchyme, il faut évidemment rechercher entre autres une embolie pulmonaire, et ce patient avait bien une embolie pulmonaire bilatérale, relativement proximale, comme vous pouvez voir, avec même des signes de mauvaise tolérance hémodynamique, puisque le ventricule droit a été dilaté. Donc ici, diagnostic d'embolie pulmonaire sévère, SARS-CoV-2 négatif, et le message est donc que quand vous avez quelqu'un qui est dyspnéique ou en détresse respiratoire avec une hypoxémie et qui a un parenchyme normal, il faut absolument penser à l'embolie pulmonaire. Il ne faut pas du tout oublier les basiques de l'imagerie thoracique et ne pas rester focalisé que sur le Covid-19, mais aussi penser au diagnostic différentiel. L'association Covid-19 embolie pulmonaire fait beaucoup parler. Certains centres parisiens, notamment, j'ai des collègues qui rapportent des associations qui pour eux seraient assez significatives. Dans la littérature, on ne trouve pas grand-chose. Il y a une étude chinoise qui rapporte une incidence autour de 1%, donc c'est quand même pas énorme. Il n'est pas pour l'instant prouvé que le Covid-19 favoriserait la survenue d'embolie pulmonaire. Et donc actuellement, en pratique, il n'est pas recommandé d'injecter systématiquement les patients lors du scanner initial. Il faut faire un scanner sans injection. Par contre, et c'était l'exemple précédent, si votre scanner, si le parenchyme pulmonaire est normal, là il faut vraiment penser, s'il y a une hypoxémie, à injecter pour rechercher une embolie pulmonaire. Je vous montre un exemple ici. Alors ce patient était positif pour le SARS-CoV-2, il avait une PCR positive avec des images en verre dépoli bilatérales, multifocales, périphériques, à prédominance postérieure, assez classiques. Et puis le patient s'était quand même dégradé. On l'a injecté, et c'est ce qu'il fallait faire, il fallait chercher l'embolie pulmonaire. Ce patient n'avait pas d'embolie pulmonaire, par contre on a vu la progression lésionnelle, la majoration à la fois en étendue et en densité du verre dépoli qui se condense, qui devient un petit peu réticulé, avec déjà des signes de distorsion qui apparaissent, donc une évolution plutôt péjorative de l'aspect du parenchyme pulmonaire, mais sans embolie pulmonaire associée, mais c'était utile de rechercher cette embolie pulmonaire. Maintenant, cet autre exemple, un homme de 41 ans qui a de la fièvre et des douleurs thoraciques. Vous pouvez voir que le parenchyme pulmonaire est pathologique. Il y a des opacités en verre dépoli ou de densité mixte qui sont sous-pleurales, qui sont bilatérales, qui sont plutôt postérieures et basales. Donc une sémiologie qui pourrait tout à fait correspondre à un Covid-19. À ceci près que si on regarde bien, finalement ces opacités ont des limites assez franches, sont relativement denses et ont une morphologie légèrement triangulaire ou quadrangulaire, ce qui n'est pas tout à fait classique dans le Covid-19. Alors cet aspect doit vous alerter, et quand vous avez ces condensations hétérogènes, sous-pleurales, triangulaire bilatérale, vous devez absolument penser à injecter ce patient, et vous voyez que ce patient a été injecté, et lorsqu'on injecte, on voit qu'il existe des emboles, une embolie pulmonaire qui est bilatérale, et finalement ces opacités parenchymateuses que l'on voyait n'étaient pas du tout des lésions de Covid-19, mais étaient bien des infarctus pulmonaires, complications classiques de l'embolie pulmonaire, avec cette sémiologie qui est bien décrite, qu'il faut connaître, et ne pas
prendre pour des lésions de Covid-19. On en vient maintenant aux patients qui ont des comorbidités respiratoires, ce qui peut nous poser beaucoup de problèmes diagnostiques puisque le poumon sous-jacent est pathologique. Voilà un exemple qu'on a vu récemment, une patiente de 64 ans qui a une BPCO sévère, qui a en même temps un déficit immunitaire qui favorise les infections répétées. Et donc elle a un sepsis avec une dyspnée depuis 48 heures malgré l'antibiothérapie. Donc ce poumon est extrêmement pathologique. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller rechercher d'éventuelles antériorités. Chez cette patiente, on a retrouvé un scanner datant de juillet 2019 et on voit que le parenchyme était déjà évidemment très, très pathologique avec un emphysème très diffus, très marqué, mais que sur ce fond emphysémateux hétérogène se superposent aujourd'hui des lésions en verre dépoli, de condensation, qui n'ont rien de spécifique, parce que quand on est sur un poumon aussi remanié, il va être très difficile de voir des aspects spécifiques, mais en l'occurrence qui sont pathologiques, et dans le contexte, ça a été prouvé par la PCR, un Covid-19. C'était difficile de l'affirmer, mais en tout cas on pouvait dire qu'il se passait quelque chose comparativement au précédent scanner, avec notamment une aggravation bilatérale et une densification du parenchyme pulmonaire. Autre exemple, un patient de 75 ans aux antécédents d'asthme sévère qui se présente pour une toux et des bronchies expiratoires. Voilà son scanner qui montre des anomalies bronchiques essentiellement, un épaississement des parois bronchiques, des micronodules centrolobulaires et bronchiolaires, hein, donc un aspect plutôt de bronchiolite qu'on voit également ici. Et puis quand on descend sur le parenchyme pulmonaire, on voit qu'il s'y associe alors toujours les bronches pathologiques, mais également des anomalies parenchymateuses plus périphériques, hein, des plages en verre dépoli. Le scanner est un petit peu respiré, et on voit, y compris ici dans la base gauche, des plages en verre dépoli qui, là, pour le coup, ne sont pas en rapport avec de la bronchiolite. Donc on ne sait trop que penser de ce double aspect à la fois des images de bronchiolite et puis des images parenchymateuses. C'est très intéressant d'aller récupérer l'antériorité. Par chance, ce patient avait eu un scanner en février de la même année, donc un mois auparavant. Et on peut comparer ces deux scanners. On voit que sur ces deux scanners, on a toujours le syndrome bronchique assez marqué, hein, cet aspect de bronchiolite avec ces micronodules. Mais quand on descend sur les régions basales, eh bien, les plages en verre dépoli qui sont visibles en mars n'étaient pas présentes en février. Et c'est vrai également dans la base gauche comme ici. Et donc on a bien l'apparition de plages bilatérales en verre dépoli périphériques basales qui nous ont fait évoquer une pneumonie Covid et ça a été prouvé par la PCR, mais le diagnostic est rendu plus difficile par cette bronchiolite associée. Encore un exemple ici pour montrer la difficulté de raisonner sur un poumon qui est pathologique à l'état de base. Un homme de 89 ans, tout fébrile, désaturation, dédimère augmenté. Donc on a injecté ce scanner hein, pour rechercher entre autres une embolie pulmonaire. Il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Par contre, on a un parenchyme pulmonaire extrêmement pathologique avec des lésions emphysémateuses, mais pas un emphysème pur, hein, puisque sur ce fond emphysémateux se superpose du verre dépoli, bien visible ici à droite. Et en fait, de façon diffuse, il y a ce verre dépoli, mais sans aspect spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plage périphérique, basale. C'est plus un verre dépoli assez diffus, bien qu'un peu hétérogène. Alors la base droite est épargnée, mais c'est normal parce que la base droite est tellement emphysémateuse qu'il n'y a plus de parenchyme du tout. Mais ce qu'il fallait voir ici, c'était que cet emphysème n'était pas pur, c'était de l'emphysème superposé à du verre dépoli. Et ce patient avait bien une pneumonie Covid qui venait compliquer ce poumon déjà extrêmement pathologique. Et je vous montre encore ce dossier qui nous a posé beaucoup de problèmes. C'est un homme de 68 ans, détresse respiratoire, il va en réanimation. Voilà son scanner. Son scanner montre des opacités bilatérales, diffuses, très extensives. On a évoqué un Covid-19 sur cet aspect scanographique. Ce patient n'avait pas d'antécédent connu.
La PCR initiale est revenue négative. Ensuite, le patient a bénéficié d'un LBA parce qu'il fallait absolument savoir ce qu'il avait. Et sur ce LBA, la PCR SARS-CoV-2 est encore revenue négative. Et puis finalement, à la fin des investigations, c'est un diagnostic complètement différent qui a été retenu, un diagnostic de syndrome des antisynthétases. Et ce patient n'avait absolument pas de pneumonie à coronavirus. C'est juste pour dire que dans les diagnostics différentiels d'une pneumonie bilatérale diffuse, eh bien, il y a toute la gamme des PID, elle est très large, on ne va pas la rappeler ici, mais il faut aussi garder à l'esprit les diagnostics différentiels, ce qui implique de connaître un petit peu cette gamme extrêmement large. Voilà, et je voudrais terminer avec les pathologies associées, puisqu'on n'est pas à l'abri de découvertes fortuites, vu le nombre de patients qu'on voit, vu le nombre de scanners qu'on va faire, on va nécessairement trouver des anomalies incidentales, vu aussi les comorbidités potentielles de ces patients. Donc on ne va pas faire le catalogue de tout ce qu'on peut trouver, mais c'est juste l'occasion de vous montrer deux exemples. D'abord, cette patiente de 47 ans qui avait un syndrome grippal et une dyspnée qui pouvait faire évoquer un Covid-19. On lui fait le scanner sans injection. Il n'y a pas d'opacité évocatrice d'un Covid-19. En revanche, on lui trouve de façon complètement fortuite ce petit nodule de densité mixte dans le lobe moyen. Et c'est juste voilà, pour rappeler que quand on trouve ces petits nodules, il faut penser bien entendu à le recontrôler car ça peut être une lésion pré-invasive qu'il s'agira de surveiller à 1 an par exemple. Et puis dernier exemple, patient de 47 ans, tout fébrile, polypnée, un scanner qui montre des opacités sous-pleurales, bilatérales, asymétriques, à prédominance basale, donc des opacités très évocatrices d'un Covid-19 qui est prouvé par la PCR, mais on ne doit pas regarder que le poumon, et là ce qui attire l'œil, c'est ce massif cardiaque qui est anormalement large, donc il faut absolument le mentionner. Alors est-ce que c'est le ventricule droit ou le ventricule gauche qui est dilaté, c'est plus difficile à dire, là il faut avoir un petit peu l'habitude, mais on peut imaginer de façon un petit peu virtuelle la ligne qui séparerait les deux ventricules et puis imaginer la cavité ventriculaire gauche. On peut faire une petite mesure assez approximative, mais quand on est au-delà de 55 mm, on est face à une dilatation du ventricule gauche. Ce patient avait une cardiomyopathie dilatée sévère et le message ici c'est de toujours regarder le massif cardiaque quand on fait du scanner thoracique. Voilà, donc pour conclure, j'ai essayé de vous montrer qu'à côté de la forme classique, bilatérale, périphérique, basale, il y avait aussi des formes plus inhabituelles mais non exceptionnelles, des formes nodulaires, des formes unilatérales ou encore des formes péribroncovasculaires. J'ai insisté sur ce que je considère être le plus gros piège et le diagnostic différentiel le plus important, c'est les infarctus pulmonaires qui peuvent avoir une présentation un petit peu similaire à ceci près que ces images sous-pleurales sont plus triangulaires avec des frontières souvent assez nettes avec le parenchyme adjacent. Et donc à la moindre suspicion d'infarctus pulmonaire, il faut vraiment penser à injecter pour ne pas méconnaître une embolie pulmonaire. Bien sûr, il faut s'efforcer de connaître les antécédents du patient et d'aller consulter les imageries antérieures si elles existent. Ça va vous aider considérablement si le patient a une pléopathie préexistante et un poumon sous-jacent pathologique, parce que c'est dans ces conditions que l'analyse des images suspectes de Covid est la plus difficile. Bien sûr, il ne faut pas rester focalisé sur le Covid, il y a toutes les autres causes de détresse respiratoire qu'il ne faut pas méconnaître, les embolies pulmonaires, on l'a vu, les OAP, les exacerbations de fibrose, etc. Et puis le dernier point, c'est sur le compte-rendu. Il faut à la fois essayer de trancher pour aider le clinicien, tout en restant modéré. Si vous regardez le compte-rendu de la SFR, vous allez voir qu'on a volontairement proscrit le terme indéterminé, c'est-à-dire qu'il faut essayer dans la mesure du possible de ne pas rendre un résultat indéterminé, et puis éviter également
les adjectifs un peu trop définitifs comme pathognomonique et incompatible, préférez des termes évocateurs ou non évocateurs. Voilà, merci beaucoup.